Bienvenue sur le podcast des apprentis lecteurs Le Trône de Fer, le podcast lecture-relecture du Trône de Fer ou A Song of Ice and Fire, sans spoiler. Aujourd'hui, on se retrouve avec mon ami Ilan. Et moi, c'est Guillaume. On se retrouve pour le chapitre 4 du deuxième tome de la saga du Trône de Fer, soit le premier chapitre de Bran. Alors, Guillaume. Moi, c'est un chapitre... je vais pas vous mentir, il m'a saoulé. Je sais pas, Bran, en ce moment-là, Bran, j'accroche pas. Hein. Ah bon? Alors, explique-nous pourquoi. Le personnage en général, le chapitre particulièrement. Bah, Depuis quand? je pense que ça fait longtemps que les chapitres de Bran, ils me saoulent un peu. Déjà, quand il était à fond dans l'onirisme, vraiment, ça me saoulait. Là, bon, on en reparlera, mais il y a encore... Bon, il n'y a pas d'interprétation folle à avoir, mais il y a encore une partie de rêve. Il fait rien, il est deg d'avoir d'être handicapé, c'est bien. Non mais bref. En vrai, genre ce chapitre, il aurait, j'ai l'impression qu'il aurait pu sauter, tu vois. Mais je comprends pas parce que du coup, c'est par rapport à la série, il te saoule plus dans les livres du coup. Ou tu t'avais déjà cette impression dans la série? Après peut-être c'est parce que je connais un peu. Après c'est peut-être parce que j'ai vu la série que j'ai envie d'abréger, tu vois. Je connais les pouvoirs de Bran dans la série. Là, ils sont en train de se révéler petit à petit dans les chapitres, et moi, j'ai la flemme, tu vois. C'est-à-dire? Je sais très bien, je sais très bien ses pouvoirs, je sais comment ça se passe, je sais que ses rêves, c'est pas que des rêves, enfin... Tu vois, j'ai envie d'abréger. Ouais. Et après, quand il parle des jeux d'enfants avec Petit et Grand Walder, je m'en fous. Oui, je comprends. Tu vois? Ouais. Quand je vois que Maître Luwin lui donne des drogues pour pas qu'il rêve, mais en fait il rêve, je m'en fous. Ouais, t'as pas d'accroche à ce qui lui arrive pour l'instant. Quoi. Ouais, pour l'instant... Bon, vous l'avez compris, je pense, en écoutant Guillaume, ce chapitre ne lui a pas plu. Mais bon, on va quand même essayer de vous le faire apprécier. Vous qui aimez le podcast et vous qui, je pense, aimez la saga du Trône de Fer. Genre en mode Guillaume, il aime pas, c'est un traître. Guillaume, c'est un traître. Non, mais ça se trouve, tu vois, il y en a qui n'ont pas aimé ce chapitre, mais tu vois, ça se trouve, il y en a qui adorent le personnage de Bran et qui sont en train de se ronger leurs ongles en t'entendant, genre. Je vais me faire cyberharceler. Hein. Donc le chapitre débute par un très beau paragraphe, je trouve, où l'on comprend que Bran vit mal sa condition et qu'il essaye par tous les moyens de s'en affranchir. Oh, gnon, oh. Non. Les violons, là. Non, mais outrepassons sa condition et son état, mais je trouve que vraiment les premières lignes, elles sont très cool. Donc j'avais juste envie de lire une partie du texte dans le podcast. S'il demeurait au lit, les murs resserraient leur étreinte et la pesanteur du plafond l'oppressait. Sa chambre était une cellule et Winterfell une prison, tandis que la fenêtre ouvrait toujours sur les appels du vaste monde. Le premier paragraphe, il est vraiment génial, je trouve. En fait, juste pour expliquer ce que Bran ressent, archi bien écrit. On apprend que depuis quelque temps, Bran rêvait souvent de loups. Selon lui, il parvenait presque à les comprendre. Pas totalement, mais presque. Il justifiait ceci par les dires de vieille Nan, que les Stark avaient du sang de loup, même s'ils n'avaient pas la même force dans leurs veines à tous. Est-ce que tu te rappelles qu'on a dit quand on a entendu cette expression, Guillaume, la première fois? Le sang de loup. Sang de loup, Lyanna avait du sang, avait le sang du loup en elle, non, un truc comme ça. Tu te rappelles à quel moment on l'a entendu? Non, je sais plus à quel moment. C'est alors c'est quand ils arrivent à Port-Réal, les Stark, et tu sais, Arya est un peu seule et à un moment Ned vient la voir dans sa chambre et c'est à ce moment-là qu'il découvre Aiguille et il lui dit mais qu'est-ce que tu fais avec une épée? Et tu sais il dit oui. Ah oui. Tu es comme Lyanna avait du sang de loup et Brandon en avait un peu plus qu'avant. Donc Brandon, pour rappel, hein, c'est le grand frère de Ned. Hein. Ouais. Et Lyanna, sa petite sœur. Mais bon, il y a un peu un double sens à ce sang de loup parce que bon, Bran, on n'a pas l'impression qu'il ait le même caractère que peut avoir Arya et que semblait avoir Lyanna et Brandon. Mais voilà, on prend toujours cette expression du sang de loup. En passant, on voit toujours une certaine différence entre les loups, les vrais loups, je veux dire, parce que les hurlements d'été, le loup de Bran, étaient longs et tristes, tandis que ceux de Broussailles, le loup de Rickon, étaient plus sauvages. Donc, pour rappel, Rickon, hein, c'est le petit frère de Bran, le dernier de la fratrie Stark, et on avait déjà évoqué cette différence hein, entre des caractères entre les loups, que Broussailles avait l'air un peu plus sauvage, un peu plus, voilà quoi, féroce.
Bah, d'ailleurs, c'est confirmé en plus dans le chapitre. Bran demande ensuite aux personnes présentes à Winterfell ce que pouvaient signifier les hurlements de loups, et chacun avait une réponse différente, mais les plus intéressantes étaient celles du maître Luwin et d'Osha la sauvageonne. Alors juste, Guillaume, est-ce que tu peux resituer Osha pour les auditeurs? Osha, c'était l'une des sauvageonnes qui a attaqué Bran quand il était allé faire sa petite excursion dans la forêt avec Danseuse. Mmh. Et elle a supplié pour sa vie. C'est la seule survivante et elle a supplié pour sa vie. Et elle sert un peu de. Ouais, c'est un peu une esclave. Ouais. On va dire que c'est de l'esclavage. Hein. Mmh. Bon, c'est une esclave de Winterfell, quoi. Mmh. Le maître Luwin et Osha étaient tous deux d'accord pour dire que les loups hurlaient pour la comète, mais le maître pensait simplement que les loups la prenaient pour la lune, tandis qu'Osha pensait que les loups savaient des vérités dont les hommes ne se souviennent plus. Quand Bran l'interrogea alors sur ce que signifiait la comète, Osha répondit « Sang et feu, mon gars, tout sauf des douceurs. » L'instant comète. Ah oui, ouais, je l'ai noté après, mais j'allais dire que c'est le petit moment comète du podcast, oui. Je sais pas si j'ai créé un jingle à ce stade-là, mais pourquoi pas. Et du coup, sang et feu, normalement ça a dû te faire tilt. Oui, oui, oui. Donc sang et feu, enfin, c'est plutôt l'inverse, c'est feu et sang. Mais du coup, c'est la devise des Targaryens. Ouais. Et ça fait encore plus sens quand on sait que pour la Zeynan, la comtesse de Winterfell, il n'y avait qu'une explication plausible à la comète, des dragons. D'ailleurs, bien, parce qu'on me dit que justement, la vieille Nan, c'était celle qui avait le plus vécu, celle qui avait le plus d'expérience. Donc c'est sûrement elle qui avait raison, donc des dragons. Même si, bon, elle le dit comme ça avec une petite voix chevrotante, donc voilà, aux yeux des habitants de Winterfell, ça doit sembler un peu pour une folle. Mais non, on sait que c'est vrai. Ouais. Donc ça donne encore plus de poids aux histoires qu'elle raconte sur la longue nuit, les marcheurs blancs, etc. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, bah, vu que. Bah, sur ça, elle a raison, ouais. Si elle a raison sur ça. Et quand Osha rajoute donc sang et feu, feu et sang, donc la devise des Targaryens. Bref, du coup, c'est vrai qu'on n'a pas eu de chapitre de Daenerys depuis la naissance des dragons, mais du coup, tout ça fait écho. C'était le petit moment comète du podcast. Bran n'arrivait toujours pas à se remémorer sa chute, ni le comment, ni le pourquoi. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il était tombé, parce qu'on lui avait dit, et que les loups avaient hurlé pendant une longue période depuis le jour de sa chute. Il était peiné de ne pas comprendre leur hurlement, maintenant qu'il était réveillé, alors que dans ses rêves, il était à leur côté. On voit même Bran dans le chapitre imiter les hurlements des loups, ce qui énerve passablement les gardes ainsi que le maître Luwin. Donc là, tu m'as dit que c'était un des moments qui t'avait vachement saoulé dans le podcast. Le moment, enfin, dans le podcast, dans le chapitre. Ah ouais. Mmh. Genre, Bran qui tape sa petite crise, son petit caca nerveux, je vais hurler comme les loups. Mais tu sens que c'est un gosse, là. Ouais, tu le sens. Je crois qu'il a 8 ans à ce moment-là dans la saga. Ouais, tu sens que c'est un enfant, juste qu'il il est frustré, quoi. Il déverse toute sa frustration. Et en plus, je crois qu'il le dit à un moment dans le podcast, enfin, dans le podcast, dans le chapitre, qui dit que mais à quoi ça sert que je sois le prince héritier de Winterfell si en fait je peux rien faire, quoi. D'ailleurs, lors d'une conversation avec le maître, Bran lui confie que lorsqu'il dort et qu'il rêve, il se change en loup. Il lui arrive aussi de rêver d'arbres. Mais pas de n'importe quel arbre, d'un baral, comme celui du bois sacré, et ce même baral semble appeler dans son rêve. Alors Game, est-ce que tu peux rappeler pour les auditeurs ce que c'est un baral? Baral, c'est un peu, c'est les, comment dire, c'est les arbres cœurs des bosquets sacrés là, enfin des bois sacrés. Et en fait, c'est Du Nord. du Nord, ouais. C'est en fait, avant il y en avait partout. Mmh. Et en fait, c'est là où c'est sur ces arbres-là qu'on se recueille pour prier les anciens dieux. Mmh. Et donc, il en reste plus qu'au nord. Je sais plus, on avait cité. Ouais, non, mais il en reste au nord et à quelques endroits dans le sud. Parce Oui. qu'on a vu qu'il en restait un à Vivzeg, par exemple. Et si on avait dit que c'était chelou parce que... C'était très bizarre, ouais. Parce que Kathleen, en fait, dans son premier chapitre, elle disait que tous les barrals avaient été coupés dans le sud, alors qu'il y en a un à Vivzeg. Et qu'il en reste au niveau de l'œil Dieu. Ouais, exactement. Et donc, sur ces barrals, juste, il y a une face qui est exculpée. Oui. On dit que c'est la face des anciens dieux, Enfin, généralement.
Après, je pense pas sur tous les barrals. Enfin, après, il y en a plus beaucoup. Ouais, mais sur les arbres-cœurs, en tout cas. Sur les arbres-cœurs, en tout cas, oui. Oui, parce que les arbres, les barrels, c'est des arbres avec des feuilles rouges, en fait, là. En forme de main. Bon, alors, pour l'histoire qui question Gelou, on verra ça un peu plus tard dans le chapitre. Mais pour l'arbre qu'il appelle, bah, du coup, c'est un côté un peu mystique. Bon, et je comprends pourquoi ça t'a saoulé, parce que tout le côté mystique, ça t'aime pas trop, de ce que j'ai compris. Ouais. Après, on peut dire qu'il est... Peut-être il est appelé par... Bah, il est appelé par les anciens dieux, ou alors un truc comme ça, quoi. Après, est-ce que les anciens dieux, ils existent réellement? De toute façon, les dieux, pour l'instant, c'est un peu compliqué, parce que est-ce qu'ils existent réellement? Est-ce que c'est juste des croyances, ou est-ce qu'il y a vraiment un côté... Après, je pense que, vu qu'on sait que les enfants de la forêt prient aussi les anciens dieux, les enfants de la forêt, bon, c'est des créatures mystiques, donc, enfin, sûrement, il va y avoir un truc, quoi, quelque chose. Oui. Et après, on sait que Bran, il parle aussi avec cette fameuse corneille à 3 yeux. Hein. Donc déjà, Bran, on sait qu'il est appelé par... On sait qu'il est appelé. On sait qu'il est appelé. Après, par les... Je pense que ça prend divers formes, quoi. On sent qu'il y a un... On sait pas exactement ce qu'il appelle, mais on sent que c'est un rapport avec le Nord, que c'est un rapport avec les enfants de la forêt, les anciens dieux. Même dans son rêve et tout, il disait... À un moment, je sais pas si tu te rappelles, ça fait longtemps, mais tu sais, la corneille à 3 yeux, elle lui faisait voir une vision un peu ésotérique du monde, là. Et à un moment dans sa vision, il est passé au-delà du mur. Et je crois que Bran, il a pleuré quand il a vu ce qui était tout au nord, tout au nord, tout au nord, tout au-delà du mur. Et la corneille à 3 yeux, il dit, maintenant tu sais, ou quelque chose comme ça. Il y a un nain en train de faire pipi à l'autre bout du monde. Mais, ouais, voilà, donc, de toute façon, c'est pas très compréhensible pour l'instant, mais on sait que, voilà, Bran, il a un peu ce côté-là, un peu chelou, quoi. Le maître Luwin, inquiet, enjoint Bran à se joindre aux autres enfants présents à Winterfell, c'est-à-dire les Walder. Alors Guillaume, est-ce que tu te rappelles de pourquoi ces Walder sont présents à Winterfell? Alors les Walder, on va parler un peu après, mais juste pourquoi ils sont présents déjà? Bah, on sait que Robb, à un moment donné, il voulait prendre reprendre Vivzeg, et pour prendre l'armée de Jaime à revers, il avait besoin de traverser la Verfurque. Pour traverser la Verfurque, il y avait qu'un seul moyen, c'était prendre les jumeaux, de passer par les jumeaux, qui est sous le contrôle des Frey. Et Catelyn est partie négocier avec Walder Frey pour ouvrir le passage des jumeaux, et l'une des conditions, c'était que Robb se marie avec une Frey, et que deux de ses petits-enfants soient pupilles de Catelyn. Ouais, exactement. Il y avait aussi d'autres conditions. D'autres conditions, ouais. Je crois qu'il y a un... Robb, il devait prendre un écuyer parmi les Frey. Oui, exactement. Et après, les autres, je m'en souviens plus. Mais de toute façon, si ça redevient important de l'histoire, on en reparlera à ce moment-là. Mais du coup, oui. Du coup, les pupilles que Catelyn devait prendre, ce sont les Walder. Et Bran détestait les Walder. Alors, pour la présentation, les deux s'appelaient Walder et Walder. Il faut que je compte depuis combien de fois j'ai répété Walder depuis le début du podcast. Et combien de fois je vais le dire encore. Ils avaient tous les deux 8 ans et étaient nommés ainsi pour complaire à leur grand-père, le seigneur des jumeaux, le sire du pont, Lord Walder Frey. Voilà, on rappelle pas tout. Enfin, Walder Frey, c'est Walder Frey le tardif, c'est celui qui est arrivé tard à la bataille du Trident, c'est un des vassals des Tully. Bref, on en a déjà parlé. Et pour différencier les Walder, on les appelait Petit Walder et Grand Walder. Alors, petit point sur comment les différencier autrement que par leur nom Petit Walder et Grand Walder, parce que ça, si vous n'avez pas lu le chapitre et que vous suivez la saga juste avec nos podcasts, ça va vous sembler un peu fou. Qui fait ça? Oh, il y a des gens. Hein. Il y a des gens qui font ça? Ah ouais. Qui lisent pas la saga, mais qui nous écoutent juste. C'est incroyable. Petit Walder est le fils de Meret Frey. Alors, Meret Frey, vous demandez sûrement qui c'est. Meret Frey, c'est le 9e fils de Walder Frey, et son 4e fils par sa 3e épouse, Lady Amarey Crakehall. Et on est d'accord que, genre, il a pas plusieurs femmes à la fois, qu'il les tue à chaque fois. Non, il les tue pas, elles meurent, genre. Elles meurent? Bah, les vieux Walder Frey, hein. Ouais, mais ces femmes... Ah, ça va, j'en sais rien, oui, il a plusieurs épouses.
Mais je crois qu'on avait déjà cette discussion, genre. Et, tu sais, je crois que c'était dans un des chapitres, je crois que c'est le chapitre où Kathleen arrive à l'auberge du Carrefour. Et tu sais, elle pense à Walder Frey, et elle dit que son père Ostertule était convié, Oui, au je sais pas combien de mariage. peut-être 8e, je sais plus exactement. Et tu sais, il y avait une phrase qui disait, ces femmes mortes sous lui, tu vois. Et toi, t'en avais déduit au départ que, en fait, c'est lui qui les avait tuées. En fait, ça, en regardant la version originale, on avait vu que c'était, en gros, c'était the woman who passed on him, mais de façon à ce que, en fait, c'est pas lui qui les avait tuées, mais juste elles étaient mortes. Donc après, on s'était dit peut-être que lui les a tuées, mais en tout cas, textuellement, dans le texte, c'était pas dit, tu vois. Ouais, parce que s'il les avait tous tués, quand même, à un moment, les familles, genre, elles se rebellent, elles font, ouais, ouais. genre en mode, d'où, Déjà, t'as demandé réparation. genre, d'où tu tues, non, oui. des nôtres, tu vois. Parce que là, mais de toute façon, on peut voir combien il a d'épouses, en fait, quand on regarde dans les appendices. Oui, c'est ça. En fait, voilà, 8 fois. Là, il vient de se marier pour la 8e fois. Donc voilà, vous avez... donc je répète pour Petit Walder, c'est le fils de Mairen Frey, donc le petit-fils de Lord Walder Frey, et Mairen Frey, c'est le 9e fils de Walder Frey, et le 4e par sa 3e épouse. Grand Walder, c'est le fils de Jamos Frey, et Jamos Frey, c'est le 13e fils de Walder Frey, et le second par sa 4e épouse, Lady Alyssa Nerbosk. Donc juste, je l'ai pas dit, mais les Craig-Hall, c'est des bannerets des Lannister, hein, et Nerbosk, on en a déjà parlé, c'est des bannerets des Tully. Donc ça, c'est un truc dont j'avais parlé avec Guillaume, je sais plus, peut-être c'était en commençant le podcast, mais de l'arbre généalogique des Frey, qui était plus que complexe. Un peu plus que complexe. Je sais pas si je préfère apprendre toutes les réactions chimiques du métabolisme ou apprendre l'arbre Frey, honnêtement. Je crois que je préfère apprendre glycolyse, glycogénolyse, tout, genre cycle de Krebs et tout, je préfère apprendre ça que... Ouais, que la ligne de succession. Ouais, oh, la ligne de succession Frey fait mal à la tête, hein. Donc Walder Frey, de même que ses enfants, ont été bien actifs dans la vie. Ce sont des bons vivants. Voilà. Ah, mais ils se reproduisent comme des bactéries, je te jure. Et j'en ai déjà parlé parce que j'ai dit, mais qu'à un moment donné, à partir du 2e tome, ça va arriver et que c'est super chiant. Alors je dis pas qu'il faut le retenir tout dans les détails, mais parfois, il faut savoir qui est qui, quoi. Et par exemple, pour Petit Walder et Grand Walder, ça sert et ça peut servir. Et ça pourra servir par la suite, de même que pour les autres Frey. Mais bon, je vous invite quand même, si vous êtes curieux, et si vous voulez rire un bon coup, de passer sur la garde de nuit, d'aller voir les appendices de Clash of Kings, pour voir l'arbre généalogique des Frey. Je pense que voilà. Je pense que vous saisirez à quel point la lecture du Trône de Fer peut être complexe. Mais bref, passons pour les Frey. Juste, en regardant la ligne de succession, on voit que Petit Walder est mieux placé que Grand Walder. Parce que Petit Walder, c'est le fils de Mairen Frey, et Mairen Frey, c'est le 9e fils de Walder Frey. Or, Grand Walder, c'est le fils de Jamos Frey, et Jamos Frey, c'est le 13e fils de Lord Walder. Mais Grand Walder a 52 jours de plus que Petit Walder, d'où le fait qu'on les appelle Petit Walder et Grand Walder. Et ce sont donc des cousins. Lors de la présentation de ces personnages, on parle aussi d'autres Frey du nom de Walder, comme par exemple Walder le Noir ou Walder le Rouge, mais ils sont pas importants pour l'instant dans l'histoire. Donc si vous suivez le podcast en lisant les livres et que vous attendiez nos explications sur eux, il va falloir patienter un peu, sinon ça va plus vous embrouiller qu'autre chose. Ce que je veux vous dire, c'est qu'ils vont apparaître à un moment donné, mais juste, voilà, on va pas présenter tous les Frey maintenant, ça aurait pas grand sens en fait. Voilà, mais juste, juste retenez les noms, Walder le Noir, Walder le Rouge. Et donc, les deux Walder jouent souvent un jeu qui se nomme le Seigneur du Pont. Donc, est-ce que tu peux expliquer les règles à nos auditeurs? Non. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai commencé à lire les règles et je me suis dit, mais je m'en bats les couilles. Ah. Genre, il y a un truc, en gros, il y en a un, il est sur, en gros, je sais pas, il est sur un rondin de bois, sur un petit étang, tu vois, ou une petite rivière. Mm-hmm. En gros, sur un pont. Ouais. Et il y en a un qui veut passer, mais s'il veut passer, il faut qu'il fasse il se peut, faut qu'il dise il se peut ou un truc comme ça.
Mais de toute façon, Bran, il a dit dans la pratique, en fait, ils font que se pousser, ils font que se bagarrer sur le pont, et celui qui tombe, celui qui reste, c'est le Seigneur du Pont, quoi. C'est ça. En gros, ce qu'ils disent, c'est que pour jouer au Seigneur du Pont, il faut 3 choses. Il faut une étendue d'eau. Il faut une bûche qui va servir de pont, en fait, et un bâton de bois. Et en gros, le Seigneur du Pont, il se tient en arrière de la bûche, et il va demander, en fait, à ceux qui veulent passer, de décliner leur identité et de dire leur intention. Ah oui, et d'inventer une bonne raison de passer ou un truc comme ça. Voilà. Sauf que le Seigneur du Pont, il peut aussi faire passer sous serment ceux qui veulent passer par le pont. Et dans ces cas-là, en fait, tu peux mentir, mais il faut toujours ajouter avant il se peut. Et bon, mais du coup, c'est sous serment. Du coup, soit t'es obligé de faire ce qu'il te demande, ou t'es obligé de dire ce qu'il dit, ou si tu veux pas le dire, t'es obligé de dire il se peut. Et si tu le fais pas, tu perds. Et le but du jeu, c'est de passer, c'est de prendre la place du Seigneur du Pont. Oui, en gros, c'est ça. C'est qu'en gros, ça, c'est les règles normales. Et en fait, dans la pratique, le but du jeu, c'est de renverser le Seigneur du Pont. Enfin, voilà, quoi. C'est des jeux d'enfants, en gros, en vérité. Et oui, du coup, en fait, ce qu'on nous dit, c'est qu'en fait, Petit Walder, c'est le Seigneur du Pont incontesté. Parce qu'en gros, on nous dit qu'en fait, Petit Walder, bien qu'il soit plus jeune que Grand Walder... De 52 jours, hein, ça veut rien dire. Mais il a poussé plus vite. Voilà, exactement. Donc du coup, en fait, c'est un jeu qui se joue à la force physique, plus qu'autre chose au final. Et à un moment donné, donc le Petit Walder, il frappe à Rickon avec son bâton. Et suite à quoi, Broussaille, donc le loup de Rickon, l'attaque en retour. Et depuis cet événement, pour une raison inconnue, Rickon devint ami avec les Walder et les loups furent cloîtrés dans le bois sacré. Donc c'est un peu chelou que... Oui, c'est totalement bizarre. Tu t'es dit genre c'est bizarre ou t'as... Non, juste c'est chelou, quoi. C'est chelou, ouais. C'était l'une des raisons pour lesquelles Bran les détestait, en plus de ne pas pouvoir jouer au Seigneur du Pont. Ouais, Bran, il dit, je les aurais bolossés. Et Bran avait l'impression que les Frey cherchaient à voler la place de Jon en ayant pris sa chambre. Donc voilà, pour toutes ces raisons, en fait, Bran, il déteste les Walder. D'ailleurs, Rickon leur montra même à un moment la crypte des Stark et comment accéder au tombeau de leur père, Ned, ce qui a enragé encore plus Bran. Bon, alors, en fait, pour rappel le tombeau, hein. En fait, là, il a juste je sais plus comment on appelle ça. Enfin, tu sais, le mec qui fabrique la tombe, quoi. Mais je sais plus comment on l'appelle. Parce qu'en fait, ils ont taillé la tombe au visage, ils ont calqué la tombe sur le visage de Ned, mais ils ont pas encore son corps et ses ossements. D'accord, ok. Parce que ça, tu sais, sa tête, par exemple, bon, c'est Joffrey qui l'a piqué sur le donjon rouge, hein, qui l'a bien affiché à ça. Donc là, les Stark n'ont pas encore récupéré, s'ils le récupèrent un jour, les ossements de Ned, mais on a déjà fabriqué sa sépulture, quoi. Oui. Et donc Rickon a montré, en gros, a montré la crypte des Stark et ça par contre, ok, Rickon c'est un gosse, tu vois, mais ça paraît quand même un lieu assez, ça sacré, quoi. Ouais, c'est pas n'importe qui descend là-bas. Hein. Donc normal, je comprends que ça a enragé Bran par contre. Le maître Luwin vint revoir ensuite Bran parce qu'il lui avait préparé un somnifère, ce qui devait lui accorder un sommeil sans rêve. Mais, contre toute attente, cela ne marcha pas, et Bran fit encore des rêves de loup la nuit suivante. Et donc, les derniers paragraphes du chapitre font comprendre au lecteur que ce ne sont pas que des simples rêves de loup que fait Bran, mais qu'en vérité, comme il le disait au maître Luwin, il se changeait véritablement en loup pendant qu'il dormait. Il entrait dans la peau d'été. Pourquoi ce facepalm, Guillaume, que vous ne voyez pas? C'est pas un facepalm, c'est genre en mode oh là là, quelle surprise. Bah, c'est une surprise quand tu les as pas. T'avais aucun indice dans le premier tome qui te faisait laisser penser ça. Nous, c'est parce on a vu la série, donc. Oui, pardon, t'avais aucun indice. Mais non, mais je veux dire, il faisait des rêves chelous, mais qui pouvaient entrer dans la peau d'un loup, tu vois. Et dans la peau de son loup, ça. C'est la première fois qu'il rêve d'être dans la peau d'un loup? Ouais. Ça paraît que maintenant. Juste dans le tome 1, c'est vrai que Bran il avait fait ses rêves un peu chelous, qui rêvait aussi de Ned dans la crypte, mais bon, ça, t'avais Jon aussi qui rêvait de ça et aussi Rickon. Voilà, mais t'avais aucun lien avec les animaux. Ouais. Bah, ouais, j'ai du mal à me mettre dans la peau de celui qui a jamais vu la série, quoi. Ouais, c'est surprenant, genre en mode. Ouais, je pense que c'est surprenant.
Bah, je pense que tu le sens venir au niveau du chapitre. Mais après... Je sais pas, parce qu'en fait, il dit tu fais des rêves de loup, et sur l'eau, juste tu peux dire, bon, voilà, il fait des rêves. Mais qu'il entre véritablement dans la peau de son loup, tu vois, pendant qu'il dort. Et c'est pour ça qu'il se dit, ouais, mais dans ces moments-là, je me sens vivant. J'ai des pattes, je peux marcher, je peux courir, je peux hurler, etc. En fait, dans mes questions, j'ai noté pourquoi c'est rêve, mais en fait, c'est pas une question, genre, on balèque. Enfin, pourquoi c'est rêve, de toute façon, on sait rien. Mais du coup, est-ce que tu penses que ça a Parce qu'en fait, Bran, il se dit que c'est un rapport avec le sang des Stark. Comme enfin, parce que c'est Viainan qui dit, oui, etc., le sang des Stark, le sang du loup, etc. Donc, est-ce que tu penses que c'est un rapport exclusivement avec Bran? Parce que Bran, on sait qu'il est chelou. Pour moi, il y a que Bran, hein. Ah d'accord, donc pour toi, ça aurait aucun rapport avec la famille Stark en général, mais juste avec Bran. Bran et la corneille à 3 yeux. Mais ça a pas l'air d'être de notre... Genre même quand Luwin, quand il en parle à Luwin, Luwin, ça lui dit rien, quoi. Ouais, mais tu sais que Luwin, on a déjà parlé dans le premier tome, mais tout ce qui concerne un peu le mysticisme, ça lui... Ouais, mais ça lui dit même pas, tiens, c'est exactement comme ton ancêtre, je sais pas qui, tu vois, genre... Ça lui dit rien du tout. Ça, en tout cas, famille Stark, c'est pas de notoriété publique que chez les Stark, je sais pas, une fois toutes les 3 générations, il y a un gars, tu sais, qui est capable de se transposer en loup, ou je sais pas quoi. Ouais. Ouais, je crois qu'à un moment dans le podcast, on parlait par exemple de l'Assassin Royal, et je crois que tu m'as dit que t'avais lu le premier tome en bodé, et tu sais, il y a Fix par exemple qui peut communiquer avec son loup d'une façon bizarre, genre. Mais ça, c'est dans l'Assassin Royal, ouais. Il y a un gars, ouais, bah le personnage principal, il se connecte avec son, enfin, il grandit avec un chien et il vit dans les deux corps en même temps, genre. Ouais, mais c'est assez chelou dans l'Assassin Royal, mais en gros c'est ça. Mais ça l'aide d'être un fait assez connu de tous les personnages, alors que là, ça a l'air d'être très connu. Ouais, au point où à un moment, genre, on lui retire son chien parce qu'il se dit, c'est pas, enfin, il faut pas qu'il connecte trop avec le chien et tout. Ok, donc c'est pas les autres, donc typiquement, bon, Arya de toute façon on a perdu Nymeria, mais Jon avec Fantôme, Rickon avec Broussaille, et qui d'autre? Et oui, Robb avec, comment il s'appelle encore le loup de Robb? Vangry? Ils auraient pas ce même lien. Non, pas le même. Enfin, ils ont tous un lien où tous les chiens reflètent un petit peu le caractère de leur maître. Genre, Broussaille, enfin, vu que Rickon, il est plein d'insécurité à cause de sa mère qui est pas là, de son grand frère qui est pas là. Son père qui est mort, même. Son père qui est mort. Bon, bref, à cause de sa sécurité, en fait, il vit dans la peur. Et Broussaille, il est sûrement très agressif parce qu'il est effrayé, en fait. Lady... Bon, Lady, elle est morte. Ouais, Lady était toute bien élevée et toute machin. Nymeria était beaucoup plus sauvage, comme Arya. Bon, bref. Je les fais pas tous, je les ai déjà presque tous faits, mais il n'y a pas la même connexion entre Bran et Été que... Contre les autres Stark. Contre les autres Stark, ouais. Ok. Bon, bah voilà, on a terminé ce chapitre. Je pense qu'à l'écoute de cet épisode, je pense que vous ne trouverez pas le chapitre aussi chiant que l'a trouvé Guillaume, mais je pense que même toi, c'est un peu... Non, c'est un peu... Non, pas du tout. Ouais. Rien à changer. Rien à changer. En tout cas, on espère que vous avez apprécié de nous écouter quand même. Et puis, voilà, c'est la fin de cet épisode. Donc, les messages habituels. Suivez-nous sur les réseaux sociaux si ça vous dit. Vous pouvez aimer, commenter, tout ce que vous voulez sur les plateformes d'écoute habituelles. Et puis, on vous dit à la prochaine. À la prochaine.